Les dirigeants ne semblent pas disposés à lutter efficacement contre la contrebande d'or. En témoigne l'absence de stratégie claire pour contrôler les frontières. Interrogé sur les solutions et stratégies en ce sens, le responsable du ministère des Mines n'a pas pu fournir de réponse claire. 80 organisations de la société civile ont aujourd'hui appelé les dirigeants à fixer dans les meilleurs délais la date des élections communales. Elles déplorent les irrégularités électorales passées et appellent à considérer les suggestions d'amélioration avancées par les observateurs électoraux et la communauté internationale. Dans l'actualité internationale, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, a été tué mercredi à Téhéran dans une frappe imputée à Israël par le mouvement islamiste palestinien et l'Iran qui ont promis de venger sa mort, faisant craindre un embrasement de la région en pleine guerre à Gaza. Les dirigeants ne semblent pas disposés à lutter efficacement contre la contrebande d'or, comme en témoigne la non-application des lois contre les instigateurs de ces exportations et l'absence de stratégie claire pour contrôler les frontières. Le problème est préoccupant car l'affaire des 73 kg d'or exportés clandestinement en Afrique du Sud date de plus de 4 ans et celle des 49 kg découverts aux Comores de 2 ans. De plus, comme le rapporte le site officiel des Nations Unies, publié par le département des Affaires économiques et sociales, la quantité totale d'or national exportée clandestinement entre 2018 et 2023 s'élève à 6 889 kg, soit plus de 6,8 tonnes. Cette contrebande perdure depuis 6 ans, mais le régime Radziwill n'a toujours pas proposé de solution efficace, malgré qu'il entame actuellement son 2e mandat. Aujourd'hui, face à une question sur les solutions et les stratégies à mettre en place pour contrer la contrebande qui exploite les richesses nationales, le responsable du ministère des Mines et des Ressources stratégiques n'a pas été en mesure de fournir de réponses claires. Nous savons que nos frontières sont vastes et qu'il reste encore beaucoup à faire pour les contrôler pleinement, afin que toutes les exportations passent par les autorités compétentes. Cela permettrait aux autorités de percevoir les impôts dus et d'assurer que les exportateurs restituent les devises obtenues. Si la situation actuelle persiste, il est à craindre que la contrebande des richesses nationales se poursuive en raison du manque de détermination du régime Radziwill à la combattre et à l'éradiquer. Concernant l'exploitation minière, le responsable a indiqué que le nouveau code minier a été approuvé par le dernier Conseil des ministres après avoir été adopté par les 2 chambres du Parlement en juin 2023 et validé par la Haute Cour constitutionnelle le 25 juillet 2023. Bien que les dirigeants aient œuvré pour faire adopter cette loi, il a fallu plus d'1 an avant qu'ils ne décident à l'appliquer. Ce nouveau code minier est l'une des conditions imposées par les partenaires financiers et techniques de Madagascar, comme la Banque mondiale, pour que le pays puisse bénéficier d'une aide financière. Les observateurs se demandent si l'objectif était simplement de faire adopter ce code par les parlementaires sans réelle intention de l'appliquer rapidement, car l'intérêt des dirigeants semble se manifester plus d'1 an après son adoption. Par ailleurs, un rassemblement des acteurs du secteur minier a débuté aujourd'hui à Anoussi avec la participation des dirigeants, des collectivités décentralisées, des organisations de la société civile, des associations et de divers partis en collaboration avec le PLUD. L'objectif est de discuter du comment exploiter les ressources minières au profit des localités concernées, tout en respectant l'environnement et en favorisant le développement du pays. La mise en œuvre effective des lois existantes est le véritable indicateur de la volonté réelle des dirigeants de lutter contre la corruption, ont déclaré aujourd'hui les responsables de Transparency International Initiative Madagascar. Ils insistent sur le fait que ce sont des actions concrètes et des résultats tangibles qui sont attendus dans cette lutte. Bien que des systèmes et des lois soient en place, ces dernières ne sont pas appliquées, voire de façon inégale, car appliquées seulement aux petits exécutants, tandis que les gros poissons restent impunis. Pour nous, c'est l'application des lois qui devrait d'abord être considérée. Pour lutter efficacement contre la corruption, il faut identifier les causes des irrégularités au niveau local. Ce sont les résultats de cette application qui démontreront si Madagascar met réellement en œuvre des mesures contre la corruption. Cela commence par tous les secteurs. En somme, ce que l'on attend des dirigeants, c'est une véritable application des lois.
Récemment, la lutte contre la corruption a suscité des débats, notamment après la visite d'Al-Jadouil à l'aéroport international d'Ivatu. Une situation qui révèle un manque de confiance entre les responsables et l'absence de véritable décentralisation du pouvoir, caractérisée par une ingérence de responsabilité. En conséquence, les dirigeants perdent leur temps en coups de communication et de démonstrations superficielles, au lieu de s'attaquer au véritable fléau qu'est la corruption. Les observateurs estiment que les dirigeants adoptent une politique de lâcheté, faute de volonté d'appliquer l'état de droit et de punir les vrais corrompus, en commençant par les plus haut placés pour atteindre les échelons inférieurs. Les organisations de la société civile œuvrant pour la démocratie et la bonne gouvernance appellent aujourd'hui le gouvernement à fixer dans les meilleurs délais la date des élections communales en se basant sur le calendrier électoral modifié proposé par la CENI. Elles ont souligné que le développement durable et inclusif des régions et des communes nécessite un processus électoral respectant les délais libres et transparents. Interpellant le gouvernement à fixer dans les meilleurs délais la date des élections communales en se basant sur le calendrier proposé par la CENI, date initialement proposée le 6 novembre 2024, mais récemment modifiée par la CENI pour le 11 décembre 2024. Nous rappelons que le manquement à l'organisation de ces élections est illégal et constitue une absence d'engagement du pouvoir pour la décentralisation effective, garante d'un développement équilibré de toutes les régions et communes du pays. Nous tenons à rappeler le caractère provisoire du gouvernorat, comme le précise l'article 2 de la décision numéro 17 HCCD3 du 28 novembre 2019 concernant le décret numéro 2019-1866 du 25 septembre 2019 relative au gouverneur. Après 5 ans, c'est-à-dire le temps d'un mandat présidentiel, il est grand temps d'instruire les préparatifs des élections régionales en vue d'une décentralisation effective. De nombreuses irrégularités ont été constatées lors des élections successives dans le pays. Les organisations de la société civile insistent également sur la nécessité de suivre les recommandations des observateurs électoraux et de la communauté internationale afin d'améliorer le processus électoral. OSC, œuvrant pour la démocratie et la bonne gouvernance, signataires du présent communiqué, sommes convaincus que le développement durable et inclusif de Madagascar doit être bâti sur un processus électoral libre, transparent, inclusif et crédible. À cet effet, nous réitérons nos appels aux parties prenantes et institutions électorales concernées à mettre en œuvre nos recommandations, restant encore non effectives à ce jour, à savoir la modification de la loi organique portant régime général des élections et référendums, la loi Lorgère, pour pallier aux différents vides juridiques sur la pré-campagne, le financement des dépenses de campagne et les lacunes en termes de délai au niveau des contentieux électoraux. La mise en place effective de l'Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée, ANRCM, par le gouvernement et le renforcement de la Commission de contrôle du financement de la vie politique, CCFVP, conformément à la législation électorale. Selon les explications, cette démarche de la société civile s'inscrit dans une perspective de démocratie et de développement profitant à chaque citoyen et citoyenne de Madagascar. L'approvisionnement en produits de première nécessité, PPN pour Atalanagiv, sera perturbé prochainement si le gouvernement ne procède pas aux travaux d'urgence, a déclaré aujourd'hui le vice-président de l'Association des transporteurs camionneurs, OATC. Selon lui, la capacité de transport des camionneurs reliant Thomasn à Atalanagiv a diminué de 50% en raison du mauvais état de la route nationale numéro 2, une situation qui aura un impact direct sur l'approvisionnement de la capitale en PPN. Si nous avions le choix, nous préférerions ne pas travailler en ce moment, car chaque voyage sur la RN2 coûte 1 million d'ariary en réparation. Un camion devrait normalement effectuer 2 trajets sur la RN2 en une semaine, mais il peine désormais à en terminer un seul. Alors qu'un camion est censé transporter 60 tonnes de marchandises, il ne peut maintenant transporter que 30 tonnes, qui n'arrivent pas parfois à destination en cas de panne en route. Il est clair que le nombre de camions à Tamatave est insuffisant et que de nombreuses marchandises sont en attente. Même si nous y envoyons 300 camions,
Cela ne suffirait pas à répondre à la demande. Nous avons déjà signalé ce problème d'approvisionnement aux autorités des travaux publics. Actuellement, le coût du transport de marchandises de Thomasn à Tal Najiv est d'environ 130 ariages par kilo, mais une augmentation est imminente si les autorités ne prennent pas des mesures d'urgence. Le vice-président de l'association des transporteurs camionneurs a également averti qu'une hausse du prix du pétrole se profile à l'horizon. Si nous appliquions un tarif basé sur le coût des réparations à cause de l'état de la route, cela va affaiblir les Malgaches, car le tarif adéquat serait de 180 ariars. Actuellement, les tarifs de 130 à 140 ariars sont encore acceptables, mais ils ne couvrent pas entièrement les besoins. La situation pourrait s'aggraver avec une éventuelle augmentation du prix des carburants. Nous savons que les routes sont facilement endommagées, ce qui pourrait être lié à l'épaisseur des matériaux utilisés. Si l'on en prend un bout, par exemple, certains segments n'ont que 2,5 cm d'épaisseur, ce qui, je ne sais pas les normes, mais semble insuffisant. Cette association qui dispose de plus de 1000 camions assurant l'approvisionnement d'Atalanajiv réitère l'appel au gouvernement pour la réhabilitation des routes nationales, notamment la RN2. De nombreux transporteurs qui peinent déjà à payer les salaires de leurs ouvriers et à acheter les pièces de rechange nécessaires pour leurs véhicules pourraient bientôt se retrouver contraints d'abandonner leur activité. Cette situation pourrait entraîner une augmentation des prix des produits. L'association appelle donc les dirigeants à intervenir rapidement pour trouver une solution. Les ouvriers de Somakou, en charge de l'extension du port de Thomasn, ont cessé de travailler depuis aujourd'hui. Ces plus de 800 ouvriers se plaignent d'un prélèvement de 15 000 à 150 000 ariages sur leur salaire depuis avril 2023. Ils exigent l'arrêt de ces prélèvements et réclament une indemnisation pour les montants prélevés depuis avril 2023 jusqu'au dernier paiement. Les salaires versés aux ouvriers sont détournés par les employeurs. Ces salaires comprennent un prélèvement appelé régule, dont les ouvriers ignorent l'origine et qui réduit leur salaire net. De nombreux employés se plaignent chaque mois de cette situation. Lorsque le délégué du personnel a été mis en place au sein du Somakou, il a été expliqué que ce prélèvement provient de Penta, puisque le Somakou est sous-traitant de Penta. Une discussion entre Penta et Somakou a eu lieu au niveau de l'inspection du travail et un procès-verbal a été rédigé concernant l'arrêt de ce prélèvement qui s'élève à au moins 50 000 ariars par personne depuis avril 2023. Cependant, ce prélèvement continue encore aujourd'hui. Nous avons déjà signalé cette situation à l'inspection du travail et au tribunal et des accords ont été conclus, mais le prélèvement persiste encore. Nous dénonçons cette situation injuste auprès des dirigeants et des autorités compétentes qui entendront cet appel. Les ouvriers ont déjà revendiqué une augmentation des salaires, des frais de déplacement et de leur ancienneté, mais jusqu'à présent, cela n'a donné qu'à des promesses non tenues. Nous revendiquons nos droits qui nous ont été promis en le faisant de manière pacifique et respectueuse. Lorsque nous avons commencé cette démarche, il n'y a eu aucune discussion impliquant les trois parties. Seuls les responsables de Penta et du Somakou ont échangé, en excluant les délégués du personnel. Nous sommes empêchés de nous exprimer sur cette revendication. Selon les travailleurs, aucun progrès ne sera réalisé sur le chantier d'extension du port à partir d'aujourd'hui et leur grève se poursuivra tant que les revendications ne seront pas satisfaites. La plupart des petites entreprises sont désormais contraintes d'utiliser des groupes électrogènes en raison des coupures de courant de plus en plus fréquentes et prolongées. Selon le propriétaire d'une petite entreprise de confection à Andjnoun Béanalamaït, environ 5 litres de carburant sont nécessaires pour chaque coupure afin de faire fonctionner le groupe électrogène et permettre ainsi la poursuite des activités. Mampiasa machine industrielle.
Nous utilisons des machines industrielles et avons vraiment besoin d'électricité. Cependant, les coupures de courant de la Jirama sont fréquentes, ce qui nous oblige à recourir à un groupe électrogène. Pour honorer les commandes, nous devons trouver du carburant pour faire fonctionner le groupe électrogène. Nous épuisons souvent des bidons d'essence de 5 litres. Nous achetons un peu d'essence pour faire fonctionner le groupe en fonction de nos moyens. Face à cette situation nécessitant l'utilisation de groupes électrogènes, les pertes sont considérables. Malgré ce, les entreprises ne peuvent pas augmenter leurs prix et doivent s'efforcer d'assurer toutes les commandes. En réalité, nous subissons de grandes pertes car nous ne pouvons pas augmenter nos prix tout en devant payer à la fois la Jirama et acheter de l'essence pour le groupe électrogène. Lorsque les fonds pour acheter de l'essence sont insuffisants, nous devons attendre que l'électricité de la Jirama soit rétablie. Pour honorer les commandes, il faut trouver des solutions. Nous sommes une petite entreprise qui, face aux coupures prolongées, est obligée d'acheter du carburant pour le groupe tout en continuant à régler les factures de la Jirama. Nous sommes en perte. Le problème dans le pays réside dans la mauvaise gestion des affaires et des entreprises publiques, ce qui explique pourquoi les coupures de courant n'ont pas été résolues jusqu'à présent. Selon les explications, les dirigeants ne montrent clairement pas de volonté à résoudre ce problème.